13h28 sur LCI, vous êtes bien, on continue de parler de cette escalade entre Washington et Moscou, tout cela dans le contexte de cet ultimatum donné par Donald Trump à Vladimir Poutine, 10 jours pour un cessez-le-feu en Ukraine. Et visiblement cela a très peu d'effet. Nouvelle frappe russe ce matin en Ukraine, notamment à Kherson et dans la région de Droudjivka, près de Kramatorsk. 2 personnes au moins ont été tuées selon Kiev. Regardez notamment cette séquence filmée par un Ukrainien lors d'une frappe au drone ce matin. Разворачивайся. Да. Бля, ебать, тачка, пизда, ёб твою. Хуйнула, бля. Dans le même temps, la guerre continue puisque de nouvelles frappes ukrainiennes ont cette fois visé la Russie. Des drones ukrainiens attaquent en Crimée et notamment dans les régions de Lipetsk, Ryazan ou Samara. Des dépôts pétroliers ont été visés et selon les autorités russes, au moins 3 personnes sont mortes. 112 drones ukrainiens auraient été interceptés par la défense russe. Alors on écoutait Donald Trump tout à l'heure qui parlait de Vladimir Poutine comme un dur à cuire. Eh bien écoutez ce que disait Vladimir Poutine quelques heures avant. En ce qui concerne les déceptions de quiconque, toutes les déceptions proviennent d'attentes exagérées. Il s'agit d'une règle générale bien connue. Mais pour résoudre le problème de manière pacifique, il est nécessaire d'avoir des conversations approfondies et non en public. Et cela doit se faire calmement dans le silence du processus de négociation. C'est pourquoi nous avons proposé de créer les 3 groupes de travail sur les négociations que vous avez mentionnés. Général François Chauvency, est-ce que ces déclarations de Vladimir Poutine confirment qu'il veut continuer sa guerre coûte que coûte ? Oui, mais il sait qu'il faut qu'il en sorte un jour ou l'autre. J'entends bien qu'il a créé des groupes de négociation. Donc, il y a un moment donné, il faudra bien qu'il y ait un traité de paix à l'issue de négociations. Le seul problème aujourd'hui, c'est que de part et d'autre, on n'est absolument pas d'accord sur les conditions finales. Donc, dès lors, tant qu'on n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir de négociation. Donc on est bien, au moins au côté russe, dans l'optique de remplir les objectifs militaires tels qu'ils avaient été, qu'on suppose avoir été définis, parce qu'on ne les connaît pas vraiment. En l'occurrence, c'est l'annexion des 4 oblasts, déjà mis dans la Constitution, mais que les Ukrainiens tiennent encore en partie pour une partie d'entre eux. C'est aussi l'objectif politique, c'est d'affaiblir l'Ukraine pour demain, de telle façon que l'Ukraine soit finlandisée, qu'elle n'ait plus son armée apte au combat, qu'elle ne soit pas dans l'OTAN. Alors l'Union européenne, on peut encore en discuter, mais en fait, c'est neutraliser complètement à sa frontière un pays, et donc ça s'appelle une défaite. C'est ce qui s'est passé pour la Finlande en 1940. Donc c'est le même état d'esprit. Donc à la date d'aujourd'hui, Vladimir Poutine est encore convaincu qu'il peut gagner. Quand vous regardez, quand on lit les comptes rendus journaliers des combats sur le terrain, on voit bien que même si les Russes n'avancent pas vite, ils avancent, et qu'on a quand même 3 points chauds sur 1000 km de front très importants, en plus des zones tampons, que ce soit dans la région de Koursk ou bien au nord-est de Kharkiv. Mais vous avez 3 zones de combat qui d'ailleurs sont sur la ligne de défense ukrainienne, de Pokrovsk jusqu'à Kupiansk. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de l'infiltration dans ces villes, ou du moins les IDR sont au contact des Russes, et que ces villes sont en voie d'être encerclées. Alors ça prendra peut-être encore des semaines, peut-être des mois. Ça veut bien dire que de toute façon, Vladimir Poutine ne reviendra pas en arrière. Pourrait-il accepter que ces villes ne tombent pas ? Parce que d'abord, ça fait partie des oblasts revendiqués. Et que d'autre part, pour l'instant, il voit quand même que les Ukrainiens sont à la peine. On parlait tout à l'heure des approvisionnements en armes. Les Européens ne sont pas capables vraiment de fournir. Il n'y a que les Américains qui pourraient. Ils ne le font pas. Et effectivement, on a beaucoup parlé du nucléaire, mais il n'y a aucune approche américaine de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, Poutine sait qu'il n'a pas un boulevard devant lui, mais il sait qu'il a une possibilité de maximiser les avantages et surtout de rendre sa guerre victorieuse, donc tout à fait vendable, notamment auprès des Russes, qui ont quand même eu beaucoup de morts dans ce conflit. Vladimir Poutine parle de demande exagérée dans cette déclaration. Caroline Tominet, ça veut dire qu'un accord en l'état, il est impossible à la date du 8 août. On rappelle que c'est la date échéance de cet ultimatum donné par Donald Trump. C'est un contexte à nouveau un peu d'humiliation quand même vis-à-vis de Donald Trump, président de la première puissance mondiale. Pourquoi ? Parce que certainement il le tient,
Et à côté de ça, les Russes ont été très clairs, ils n'ont jamais voulu de cessez-le-feu. La seule fois où il y a un cessez-le-feu qui a été demandé par la Russie, c'était à leur avantage lors des fêtes du 9 mai. Ils ne veulent pas la paix parce que effectivement, ils ont un boulevard devant eux, des Européens qui ont besoin de se réindustrialiser, avec des Américains qui font en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. On l'a vu avec la dernière conciliation, on ne va pas parler d'accord, avec Ursula von der Leyen, où on rajoute l'investissement sur le militaire américain, plus la dépendance énergétique, 750 milliards, 600 milliards sur les investissements d'entreprises européennes sur les États-Unis, alors que l'Europe est en difficulté quand même économique. Et on ne va pas parler de cette conciliation parce que effectivement il y a quand même beaucoup d'opposition en France et en Europe par rapport à ce supposé deal, et alors qu'il y a un décret d'application qui a été signé déjà rapidement par Trump. Donc l'Europe est en difficulté, les Russes, mais aussi les Américains sont pour une division de l'Europe, il faut en être clair. Les Américains, depuis l'élection de Trump, n'ont pas apporté d'aide militaire à l'Ukraine. Et quand il y a des propositions de fourniture de matériel militaire à l'Allemagne, par exemple, il n'y a pas de délai. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de les déshabiller éventuellement, mais sachant que les Allemands ne passeront pas du matériel à l'Ukraine si derrière ils n'ont pas les délais. Donc tout ça fait que ça fait 6 mois qu'il parle. Il a des relations qui étaient très amicales avec Vladimir Poutine. Il l'a remis sur la scène internationale alors qu'on parle de crimes contre l'humanité, de génocide. Parlons juste de Mariupol, on est entre 80 et 100 000 morts civils quand même. Les Russes se permettaient au début de la guerre, donc au bout d'1 an de guerre, de dire qu'il y avait 700 000 personnes qui avaient été déportées, ce qui n'est pas les vrais chiffres, mais il y a des quantités phénoménales de civils qui ont été déportés, des rafles dans les pouponnières, dans les orphelinats. Et il y a beaucoup d'orphelinats en Ukraine parce que ça ne fonctionne pas comme chez nous. Donc c'était organisé, et le remettre sur la scène internationale en parlant de liens d'amitié entre les États-Unis, vous imaginez le scandale là-bas ? On parle de millions de morts. La guerre est en Europe. On est de plus en plus agressé par la Russie avec de la fourniture chinoise et coréenne. Les missiles viennent en grande partie de Corée du Nord. Donc un contexte de déstabilisation totale voulu évidemment par la Chine et la Russie de l'Europe, qui est un peu la vache à lait pour les États-Unis en même temps. Donc et une connivence aussi des intérêts financiers historiquement des affaires de Trump qui ont été relevées et soutenues par les oligarques russes et par l'État russe. Donc tout ça fait que évidemment au niveau international, tout le monde le sait, on essaye de maintenir quand même un soutien au moins du renseignement américain en Ukraine parce qu'on en a besoin. On essaye d'accélérer les développements en Europe, dont au niveau satellitaire, renseignement, communication. On s'organise et en tous les cas, l'accord aussi au niveau économique sur les droits de douane en Europe fait que ça alimente cette difficulté qu'a l'Europe, cette dépendance et cette vassalisation. Pour en revenir vraiment à cet ultimatum jusqu'au 8 août de Donald Trump pour Vladimir Poutine, vous n'y croyez pas, Arthur Koenigsberg? Il n'y a aucune chance là, d'ici 7 jours maintenant, on est le 2, ça fait 6 jours, que dans 6 jours on ait un potentiel accord, ou en tout cas un prémisse d'une avancée? Non, un accord de paix en 6 jours entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Même un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu décidé unilatéralement par la Fédération de Russie pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas si véritablement les sanctions ou les menaces de sanctions et de hausse des tarifs douaniers prononcées de la part du président Trump à l'égard de pays clients comme l'Inde ou la Chine font véritablement effet sur le Kremlin, mais on n'y croit pas beaucoup. Le 8 août,
En vérité, ce qui pourrait être décidé par Donald Trump, ce ne sont pas tant une hausse des tarifs douaniers sur l'Inde ou la Chine, c'est directement des sanctions vis-à-vis de la Fédération de Russie. Mais vu le peu de dynamisme des relations commerciales entre les États-Unis et la Russie, ça n'a pas vraiment de quoi effrayer le Kremlin. Donc oui, Poutine affiche une certaine indifférence vis-à-vis de cet ultimatum. Il parle de déception de Trump par rapport à des demandes démesurées. Et il faut le rappeler, l'une des demandes de Trump était de découpler la Fédération de Russie de la Chine. Et ça, c'est encore un message de Poutine pour lui dire non, cette demande, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Il y a une autre séquence très, très, très intéressante dans cette discussion entre le président bélarusse Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine. Il faut rappeler Loukachenko qui est en vérité le vassal de Vladimir Poutine au Bélarus. Loukachenko, pensant flatter Vladimir Poutine devant les caméras, dit que l'armée de la Fédération de Russie grignote tous les jours de plus en plus de territoires et qu'elle va finir par occuper les territoires qu'elle veut. Et là, Poutine l'interrompt. Ben justement, je vous laisse. Vous avez parfaitement teasé Arthur Königsberg parce que vous êtes très bon dans la transition. Regardez cette séquence exactement. Vladimir Poutine parle avec Alexandre Loukachenko hier. On va revoir les images et vous allez le voir que Loukachenko parle justement de la position de la Russie. Et écoutez comment Vladimir Poutine reprend son homologue. L'Ukraine devrait courir vers Vladimir Poutine, le supplier de s'asseoir à la table des négociations et d'arriver à un accord. Sinon, dans 1 mois et demi, voire 2, je ne sais pas trop, il ne restera même plus de structures défensives en Ukraine. Les Russes vont tout détruire, tout saisir et avancer. Récupérer, pas saisir, c'est à nous. Et justement, pour parler de cette déclaration, on est aussi en ligne avec Eugène Berg. Bonjour, vous êtes essayiste et diplomate spécialiste de la Russie, auteur de Ukraine, février 2023. Cette déclaration de Vladimir Poutine, lorsqu'il reprend Alexandre Loukachenko, ça montre aussi bien l'état d'esprit de Vladimir Poutine à quelques jours de la fin de cet ultimatum. Oui, tout à fait. Vous savez, Poutine, dès le début, enfin même avant, dans sa fameuse lettre de juillet 21, qui était avant la guerre, a toujours dit que l'Ukraine et la Russie, c'est le même pays, c'est la même histoire, et que finalement, ils sont faits pour vivre ensemble. Et donc, l'Ukraine, il a déjà dit avant, finalement, l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine nous appartient parce qu'elle fait partie de notre berceau historique. Mais là, sur ces déclarations, il se fait que l'Ukraine, c'est comme une agglomération de territoire. Une partie ont été pris la Pologne, on le sait, et tout l'est de la Russie, ça faisait partie de la nouvelle Russie, Novaya Rossiya, que Lénine a donné à l'Ukraine en quelque sorte en 22. Et on ne va pas en faire l'histoire qui est assez compliquée. Et donc pour Poutine, finalement, ces territoires, étant donné qu'ils faisaient partie de la même fédération, les frontières étaient plus théoriques que réelles. Eh bien, on reprend en quelque sorte nos territoires qui étaient historiquement russes, qui faisaient pas partie de l'Etmana, c'est-à-dire le cœur du pays cosaque. Voilà le raisonnement, et on peut dire qu'il n'a pas varié depuis 21 jusqu'à aujourd'hui. Simplement, il considère qu'il lui faut récupérer ces territoires et pas les saisir. Alors évidemment, il emploie la force, parce que l'Ukraine va pas se démembrer pour le plaisir de M. Poutine ou pour le plaisir de la Russie, mais le raisonnement à la fois historique, terre sacrée, religieux et géopolitique est le même, et il est partagé par une bonne majorité, sinon vraiment une très forte proportion de la population russe et ce qu'on appelle le monde russe. Voilà une réalité qu'il faut connaître. Elle choque nos principes cartésiens, le respect du droit international, des frontières. Mais dans le raisonnement de Poutine et tout son régime, ça va au-delà, quoi. C'est mystique, c'est théologique, c'est quelque chose de sacré. Et pour lui, c'est cette mission qu'il a en tête et qu'il veut accomplir. S'il veut rentrer dans l'histoire, on l'a vu souvent sur LCI, et puis des journalistes russes, beaucoup de compétents l'ont dit, mais manifestement, c'est ça. Quand il dit une paix réelle, c'est-à-dire que
que la Russie récupère, et ensuite, une fois qu'on aura récupéré nos territoires, eh bien, on pourra envisager une paix durable, une concorde entre les peuples, mais on n'en est pas encore là. Et donc, on a une vraie divergence, j'allais dire, elle est mentale, elle est philosophique. Et c'est un gouffre. Tant qu'on l'a pas subsumé, tant qu'on l'a pas, disons, résolu, eh bien, on sera en opposition. Et malheureusement, ça peut encore durer tant qu'il y a des forces de chaque côté. Eugène Berg, restez avec nous parce que vos propos... de la question ukrainienne et la question russe, et également la question européenne. Restez avec nous, Eugène Berg, parce que vos propos et cette réalité que vous évoquez, notamment du ressentiment de la population russe, ça fait beaucoup réagir sur ce plateau. Je ne sais pas si Arthur ou Caroline voulaient réagir en premier, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce propos-là, en tout cas de voir cette réalité qu'évoque Eugène Berg, notamment dans l'état d'esprit russe. Je ne suis pas sûre que les citoyens russes soutiennent les massacres de militaires russes par l'envoi massif sur des zones où on sait qu'ils vont être massacrés avec des envois successifs pour défendre la volonté de Poutine d'étendre une sorte d'empire avec des échecs cumulés depuis 3 ans. L'Ukraine, à ses yeux, devait être prise d'abord en atteignant directement le pouvoir et par la force au bout d'une semaine. Il est très déplacé aujourd'hui, vu le contexte de crimes contre l'humanité, de pouvoir défendre cette opinion alors que l'État ukrainien, de par le droit international, avait sa souveraineté. Et on a un contexte géopolitique compliqué en Europe où on doit faire attention à ne pas défendre évidemment des propos comme cela face à une guerre déjà hybride en France, en Allemagne et vis-à-vis de l'Angleterre sur donc le territoire européen. Arthur Königsberg. Oui, pour rebondir sur le narratif russe de ce que Anna Colin-Lebedev a fait un très bon livre dessus qui s'appelle Jamais frère, mais effectivement ça raconte bien en fait le narratif du Kremlin et d'une partie des Russes qu'effectivement avec les Ukrainiens ce sont des frères et l'Ukraine est le berceau historique de la Russie. Ça c'est dans la tête des Russes, ça c'est dans la tête des dirigeants du Kremlin et c'est véritablement ce à quoi nous sommes confrontés. Mais comment ça se traduit dans la réalité ? Dans la réalité, quand les Russes prennent des territoires, arrachent des territoires à l'Ukraine, ça se traduit par des exécutions sommaires, ça se traduit par des viols de masse, ça se traduit par la déportation d'enfants qui, lorsqu'ils sont en âge de combattre, sont envoyés au combat contre l'armée ukrainienne, contre l'armée de leur pays où ils sont nés. C'est ça la vraie réalité du narratif russe. On ne fait pas ça à son frère. On ne fait pas ça à son frère. Donc c'est juste un narratif très puissant. Effectivement que à la fois les Européens et une partie des Américains ont refusé de regarder en face, mais ça fait des années qu'il est déployé par le Kremlin. Et effectivement, nous sommes aussi dans cette guerre de narratif. Et aujourd'hui, en Ukraine, l'Ukraine était assez divisée en réalité sur ce sujet avant 2014. Mais 2014 est le premier coup de semonce qui commence à forger une vraie nation ukrainienne. Et en 2022, une véritable nation ukrainienne est née. C'est un pays nouveau, c'est un pays neuf, mais dont Vladimir Poutine ne veut pas. Et c'est très intéressant qu'il fasse ces déclarations à côté de Loukachenko, parce que ce que sont en train de vivre les Bélarusses ou ce qu'est devenu le Bélarus, c'est exactement ce que veut la Russie pour l'Ukraine. Il veut, le général mentionnait une finlandisation. En vérité, c'est une bélarusisation que veulent les Russes pour l'Ukraine. Ils ne veulent pas forcément la posséder, mais ils veulent en tout cas un régime à la botte du Kremlin qui gouverne l'Ukraine et effectivement qui puisse constituer aussi un tampon stratégique entre l'Europe, l'Occident et la Fédération de Russie. Mais il faut combattre absolument ce narratif, déjà, qui est faux d'un point de vue historique. Si on veut véritablement revenir à l'histoire, la Crimée a appartenu autant de temps à la Fédération de Russie que l'Algérie a appartenu, entre guillemets, à la France. Aujourd'hui, ça ne viendrait dans la tête d'aucun Français rationnel de reprendre l'Algérie ou de dire que l'Algérie est le cœur historique de la France. Aujourd'hui, c'est ce que fait le Kremlin.
Aujourd'hui, c'est ce que fait le Kremlin. Et c'est contre ce narratif que nous devons nous battre. Il y a une guerre de narratifs qu'il est nécessaire de démonter.